Alors, bonjour tout le monde pour ce nouveau webinaire sur l'épilepsie de l'ILAE Eastern Mediterranean and Africa Region. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à notre ami Abdellaleh Madeni, professeur en pédiatrie à l'hôpital au Maroc, à l'hôpital de Rabat. Qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet très important en pratique quotidienne, surtout en ces temps de pandémie, sur l'épilepsie et la vaccination, comment il faut s'y prendre et quelles sont les vaccinations qui sont contre-indiquées et qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants, surtout pendant cette pandémie. Alors, bienvenue, Dr Abdellaleh Madeni. Alors, pour les participants, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, écrire vos questions sur la partie questions et réponses QR et on fera un plaisir de répondre à la fin de la session. À vous la parole, professeur Madeni. Merci beaucoup donc, pour cette invitation. Et là, effectivement, donc, je vais parler de deux sujets qui m'intéressent sous les deux casquettes, la casquette de pédiatrie dans le sujet de la vaccination et dans la casquette de neuropédiatre, donc pour le sujet de tout ce qui est épilepsie. Donc, comme vous le savez bien, depuis les années 90, malheureusement, la vaccination pose beaucoup de problèmes. Tout d'abord parce que, donc, comme vous le savez bien, avec tout ce qui est multimédia, les gens donc, commencent à avoir des consultations qui font malheureusement de mauvaises interprétations concernant certaines pathologies en rapport avec le vaccin. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les patients ont changé et le rôle du professionnel de santé, malheureusement, aussi. Donc, le médecin convaincu pour convaincre, malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup donc de nos jours. Donc, ce qui crée malheureusement donc, beaucoup d'incertitudes donc, envers les vaccinations. Et depuis donc, la publication du docteur Andrew Wakefield, donc, qui avait lié donc, dans une publication qui est sortie dans le Lancet, le vaccin RER avec l'autisme, donc qui s'est avéré après que c'est un escroc, malheureusement, et que la vérité n'était pas, je dirais, vraie. Et après, donc, il y avait énormément de polémiques donc, concernant le vaccin et l'autisme, le vaccin et l'encéphalopathie. Et il y avait donc beaucoup de publications donc, qui malheureusement, comme c'est écrit, comment on maquille les articles. Là, je parle de médecins. On parle beaucoup d'effets secondaires, on se pose des questions. Est-ce vaccin ROR est-il plus sûr que la rougeole? Aucune étude de sécurité pour les vaccins, ça peut donner des cancers, ça donne des mutations génétiques, ça donne de l'altération de la fertilité. C'est bloqué. Oui. Donc, et aux États-Unis, par exemple, comme doute sur le vaccin, donc il y a des médecins qui publient qu'en cas de complications post-vaccinales, il faut avérer donc le Vaccine Adverse Event Reporting System, qu'il y a un programme national d'indemnisation pour les dommages vaccinaux et que les crises d'épilepsie sont comprises dans le tableau de ces dommages et il recommande même aux malades donc d'avoir recours à des avocats. Donc, il pose des doutes sur les effets indésirables. Donc, par exemple, donc, le RER, donc cet institut donc, qui s'intéresse aux effets secondaires des médicaments de façon générale, le VAERS, qui a rapporté près de 40 cas de décès et de blessures permanentes dues au vaccin chaque année. Ils disent que les autorités ne mènent pas assez de recherche et que ces recherches ne sont pas actives pour les cas donc, de complications. Il y a un défaut de signalement. Donc, même le CDC, donc le VAERS, disent qu'il ne reçoit pas
toutes les déclarations des effets secondaires et des effets indésirables, et que juste 1,6% par exemple des convulsions fébriles qui sont liées au vaccin rougeole, oreillon, rubéole sont signalées, et que le VAERS ne rend pas exactement compte donc des effets indésirables du vaccin ROR. Et puis, il se pose la question, comme on a vu, entre le ROR et la maladie elle-même, pose des doutes même sur le CDC d'Atlanta. Ils disent, bien que le CDC affirme que ces effets secondaires sont rares, mais les chiffres exacts ne sont pas connus. Ça ressort dans des articles. Le CDC lui-même indique que les essais pré-homologation sont relativement infimes, qu'ils sont restreints, qu'ils ne durent que quelques années, qu'il n'y a pas assez d'études cliniques et d'essais cliniques appropriés pour chaque vaccin, et que le degré de précision des études épidémiologiques n'est pas assez large. Ils émettent même le doute sur les notices d'accompagnement donc du vaccin. Ils parlent par exemple pour le vaccin MMR, qui est l'équivalent de ROR. Ils disent qu'il n'a pas été évalué quant au potentiel de carcinogénèse, de mutagénèse et ses effets sur la fertilité. Qu'il y a une limitation donc des effets, des essais cliniques. Donc là, on voit, ils disent que pour avoir une idée et pour avoir un cas d'essai, il faut au moins 10 000 cas, alors que dans la plupart donc, des essais cliniques, donc, il n'y a pas plus de 2500 cas. Donc, ils disent que c'est une sorte de camoufler les blessures permanentes ou les risques de décès. Donc là, une autre diapo, il montre que les blessures permanentes dues au vaccin, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est 4 fois supérieur au risque de décès par la rougeole. Ils disent que les convulsions qui sont dues au vaccin ROR surviennent 5 fois plus souvent que celles qui sont liées à la rougeole elle-même. Et donc, dans tout ça, c'est vrai qu'il y a une hésitation. Et là, c'est une étude qui a été faite au Maroc. Et effectivement, on sent cette peur du vaccin, et dans tous les niveaux, parce qu'on voit là, par exemple, pour les gens qui ont des diplômes, des études supérieures, c'est 37% qui ont peur du vaccin, contre 15,40% des gens analphabètes. Donc, ce n'est pas une question d'instruction. Donc, c'est pour cette raison donc, à chaque fois qu'on fait un vaccin, il faut parler de toutes ces réactions qui sont habituelles. Je pense que c'est très important. Il faut qu'on dise aux gens, vous risquez d'avoir un œdème, une douleur, une rougeur, de la fièvre, peut-être quelques adénopathies, des réactions allergiques si vous êtes allergique à telle ou telle substance. Mais surtout, il faut faire attention et parler aux gens donc des épisodes, ce qu'on appelle des maladies attribuables. Et maintenant, on peut même mesurer cette probabilité de proportion donc, des cas attribuables. C'est la probabilité donc, de l'événement. Son absence, c'est E0, sa présence, c'est E. Et puis, la maladie prévenue par le vaccin. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, et puis c'est vaccination. Donc, la responsabilité des vaccins dans l'apparition des épilepsies ou des troubles de développement de l'enfant, ça reste toujours une porte ouverte, et dans la plupart des publications et des travaux, on va voir donc qu'il n'y a pas vraiment donc, d'effets secondaires qui sont graves. Les pédiatres connaissent bien ce risque. On travaille toujours. Donc, on fait beaucoup de vaccins chaque jour, et à chaque fois, on a les mêmes questions. Les opposants au vaccin donc, parlent à chaque fois de diabète. Ils parlent donc, j'ai mis en rouge les sujets qui nous intéressent en tant que neuropédiatre, l'épilepsie, l'autisme et les convulsions fébriles. Donc, c'est ce qui sort donc, le plus souvent comme question. Et on va voir que ces vaccins n'auraient qu'un rôle donc, de facteur déclenchant. Donc, tout cela, malheureusement, engendre un retard donc, de vaccination donc, de ces enfants épileptiques.
Et l'augmentation de risque de survenue d'une crise épileptique, généralement, va donner malheureusement un retard vaccinal pour Vitio et collaborateurs chez les patients ayant des antécédents de crise épileptique, un retard de vaccination pour les vaccins pentavalents, d'étécoque, polio, hémophilus, et les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, donc sont les plus touchés. Et une étude a montré qu'il n'y avait pas de différence, par contre, pour le vaccin de l'hépatite B. Donc, il semble qu'il reste encore beaucoup d'inquiétudes sur le risque d'encéphalopathie épileptique post-vaccinale. C'est comme ça qu'on l'appelait malheureusement avant. Donc, ça a perpétué, donc, à mon avis, cette peur. Donc, et avant de parler de complications neurologiques ou de quoi que ce soit, à mon avis, il faut penser aux fausses crises d'épilepsie, ce qu'on appelle les réponses liées au stress de la vaccination. Ce sont des crises psychogènes qui ne sont pas épileptiques. Et dans une étude, il y avait donc 12 patients qui souffraient de crises convulsives après les vaccinations. Ces enfants ont profité donc d'un EEG vidéo prolongé, d'une imagerie IRM, des tests LCR, des examens biologiques de laboratoire avec une évaluation neurologique et psychiatrique. Eh bien, 10 patients sur le 12 présentaient des crises psychogènes non épileptiques. Donc, ce n'était pas des complications ou des convulsions après les vaccins, c'était des crises psychogènes. 2 patients présentaient effectivement une épilepsie généralisée idiopathique sans cause. Donc là aussi, ce n'était pas la faute du vaccin ni du vaccinateur. Donc là, ça sort une question, EEG vidéo prolongée chez les gens qui hésitent ou chez les gens qui pensent qu'ils ont un problème neurologique ou de convulsion. Donc là, c'est l'ensemble donc, des peurs, si vous voulez, des facteurs qui peuvent engendrer donc, ces scènes de stress. Donc il y a l'âge, la génétique, le problème vasovagal, c'est très fréquent. Moi, j'ai personnellement un enfant que je suis depuis maintenant 17 ans et je me rappelle depuis qu'il était petit, à chaque fois que je lui fais un vaccin, je devais le faire en réanimation parce que je sais qu'il va me faire un choc vagal qui va passer rapidement. Donc, il y a le facteur psychologique, l'expérience négative antérieure, donc avec l'aiguille de façon générale, l'anxiété face aux situations médicales de façon générale, et puis pendant l'immunisation, c'est-à-dire le vaccin, là aussi on trouve des facteurs biologiques comme les réactions vagales ou vasovagales, l'expérience de la douleur, comment elle est vécue, les attentes personnelles, la peur, le comportement, les attitudes des personnels, donc des vaccinateurs et les aides-soignants. Donc, il y a les données sociales. Certains disent le vaccin peut vous rendre malade ou autre chose. Et puis, même après la vaccination, donc, il y a certaines données qui se perpétuent, telles que, attention, ça va donner de l'étourdissement, des syncopes, les palpitations, des fois des nausées, des visions troubles. Donc, tout ça, ça donne des signes négatifs sur la vaccination. Donc, les risques, malheureusement, je vois pas les titres, ils sont cachés par la barre. Donc, qui est responsable, la fièvre ou le vaccin? Donc, l'élévation du taux de convulsion fébrile, est-ce qu'elle est due à une toxicité neurologique du vaccin ou bien est-ce qu'il est secondaire à la fièvre elle-même, la fièvre post-vaccinale? Donc là, de nombreux arguments nous démontrent la responsabilité directe de la fièvre et non de la toxicité neurologique. En faveur de ça, d'abord, il y a l'absence d'augmentation ultérieure des crises d'épilepsie fébrile ou afébrile chez les enfants vaccinés, même chez ceux qui ont présenté déjà des convulsions fébriles, et puis la remise en cause du concept d'encéphalopathie vaccinale, comme on va voir. Donc là, les études épidémiologiques confirment l'augmentation du risque de survenue de convulsions fébriles après vaccination, et la fréquence est variable d'une étude à l'autre, donc on ne trouve pas toujours
les mêmes proportions, les mêmes données, peut-être parce qu'il y a le terrain, il y a l'âge, il y a autre chose, il y a le terrain immunologique, entre autres. Et puis, le risque de survenue de convulsions fébriles est plus important entre 2 à 4 jours après la vaccination donc, du pentavalent ou tétracoque ou le trivalent, diphtérie, tétanos, coqueluche, surtout la composante coquelucheuse, comme on va voir. Et pour le ROR, généralement, l'enfant va convulser entre 10 et 14 jours. L'enfant peut faire des équivalents de crise fébrile et les mécanismes probablement sont les mêmes donc, pour tous ces types de crises. Donc là, on va voir donc les convulsions. Est-ce qu'ils sont en rapport avec le vaccin ou par d'autres causes dans une étude qui a été faite en Californie. Elle a intéressé donc, tous les enfants âgés de 6 mois à 3 ans qui ont été étaient nés entre le 1er juillet 2003 et le 31-12 2011. Et la question qui est posée dès le départ, est-ce qu'il y avait une différence ou des différences physiologiques ou immunologiques sous-jacentes entre ces enfants qui font des convulsions fébriles suite au vaccin ou des convulsions fébriles qui font suite à d'autres étiologies autres que le vaccin. Et là, donc, les convulsions fébriles associées au vaccin, généralement, on les voit du jour de la vaccination au 15e jour après le vaccin. Donc, ils ont comparé le taux d'incidence donc, des convulsions fébriles sur vaccination par rapport aux convulsions fébriles chez des enfants non vaccinés. Et les résultats, donc, sur 3348 convulsions fébriles ont été identifiées. Il y avait 11% qui sont secondaires à la vaccination et 89% qui étaient secondaires à une autre étiologie. Et le taux d'incidence, il est de 2,73 pour 100 000 jours pour les personnes vaccinées, convulsions après vaccin, contre 2,05 pour 100 000 jours pour les personnes qui ont convulsé, mais sans vaccination. Donc, il faut qu'il y ait des analyses multivariées et ces analyses donc, doivent confirmer le risque accru donc, des convulsions fébriles en fonction de l'âge, du faible de l'âge gestationnel. C'est un facteur qui est très important et puis même en fonction donc, des mois de l'année. Ça change aussi, et ça a été démontré donc, dans des études avec la race, l'origine ethnique, blanche ou non, l'âge maternel de 29 ans ou moins ou 40 ans et plus. Et donc, cette étude, par exemple, a montré que les femmes présentaient un risque plus faible de convulsions qui ne suivent pas la vaccination, mais qui étaient similaires aux hommes pour les convulsions fébriles secondaires à la vaccination. Et puis, les enfants avec des scores d'Apgar inférieurs à 1 minute inférieure à 3, donc les enfants qui sont nés avec une souffrance néonatale, présentaient un risque accru de convulsions post-vaccinales, mais sans aucun risque pour les convulsions fébriles secondaires à d'autres étiologies. Et cette étude suggère qu'il peut y avoir des différences immunogénétiques. Donc, en fait, c'est ça la réponse sous-jacente donc, aux convulsions fébriles qui font suite à la vaccination par rapport aux autres convulsions. Donc, pour les crises fébriles, le type de vaccination et de vaccin, ça compte. Et la survenue donc, de crises fébriles après vaccination semble dépendre fortement du type de la vaccination, mais aussi du type du vaccin utilisé. Est-ce que c'est un vaccin à germe entier ou est-ce que c'est un vaccin à germe acellulaire, notamment pour la coqueluche? Et il y a un nombre très élevé de crises fébriles qui ont relevé donc des vaccins entiers maintenant. C'est connu, donc pour la coqueluche, les germes acellulaires donnent exceptionnellement donc des convulsions.
Donc, on sait que la vaccination contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, polio est obligatoire pour les nourrissons et dans certains pays, même pour les professionnels de la santé. La vaccination peut se faire avec diverses combinaisons de vaccins vivants, inactivés, des fois même des antigènes vaccinaux qui sont purifiés. Pour la coqueluche, maintenant au Maroc, tous les enfants sont vaccinés par le vaccin acellulaire et maintenant, on voit rarement un enfant qui convulse après un vaccin de coqueluche acellulaire. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je fais l'enfant. On voyait fréquemment les convulsions fébriles. Maintenant, depuis une quinzaine d'années qu'on utilise la cellulaire, je peux vous dire qu'en 15 ans, j'ai vu 2 ou 3 enfants qui sont venus pour convulsions fébriles après le vaccin. Donc, de nombreuses études retrouvent une augmentation de la fréquence des crises à la suite d'une vaccination, mais à germe entier. Donc là, c'est une étude qui parle de ce risque. Donc, 38 171 enfants, malheureusement, c'est caché, donc, qui ont reçu ce vaccin pendant les 3 premières années de leur vie. Il y avait 2 enfants qui avaient présenté, 2 enfants atteints d'encéphalite et les 2 ont eu le début de la maladie plus de 2 semaines avant la vaccination, donc ce n'était pas la cause. Et puis, il y avait 277 enfants qui ont présenté des convulsions, 42 avec des convulsions sans fièvre et 37 avec des convulsions qui sont associées à d'autres maladies neurologiques aiguës. Mais aucun enfant qui était auparavant normal et sans antécédent de convulsion n'a eu de crise dans les 0 à 3 jours suivant la vaccination. Donc là, dans une étude de Barlow, donc il a montré avec son équipe sur une large population que le nombre de crises fébriles attribuables à la vaccination d'étécoque polio était de 6 à 9 pour 100 000 enfants et n'était significatif que le jour même de la vaccination. Pour Farrington et collaborateurs, ils ont montré là aussi, ils ont retrouvé un risque de convulsion fébrile, une convulsion pour toutes les 16 000 vaccinations et ils ont trouvé un risque accru au bout de la 3e vaccination, pas pour les 2 premières et pour les enfants qui sont âgés, qui ont moins de 10 mois. Concernant les vaccins et toujours et les crises fébriles, le Comité américain sur les nouvelles recherches sur la vaccination, lui, il a conclu à une relation causale entre la survenue de crises fébriles et la vaccination d'été polio, mais il n'a pas spécifié est-ce que c'est entier ou acellulaire. Et ils disent que si la majorité des études montrent une relation de cause à effet entre vaccination TTP coqueluche et la survenue de crises fébriles, cela concerne essentiellement, comme je viens de dire, les vaccinations avec le vaccin à germe entier. Donc ça, il faut le souligner et je pense que c'est très important. Donc, puis une autre étude, cette fois-ci au Danemark, avec le vaccin acellulaire pentavalent, vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation du risque global de convulsion chez les enfants par rapport à d'autres cohortes d'enfants non vaccinés pendant les 7 jours suivant la vaccination. Et lorsque la période d'observation était restreinte à 24 heures après la vaccination, il y avait quand même un risque accru qui est attribué cette fois-ci à la fièvre. David et collaborateurs, dans un article, ils ont montré que les effets indésirables spécifiques des différentes combinaisons cellulaires et à germe entier sur 28 796 questionnaires auprès des parents d'enfants vaccinés, ils ont trouvé un taux d'effet indésirable qui était bien moindre avec la vaccination combinée qui employait le vaccin acellulaire. Donc, on revient toujours sur la même conclusion. Concernant le vaccin rougeole, rubéole et oreillon, donc notamment pour l'épilepsie, la majorité des études retrouvent une augmentation du risque des convulsions fébriles après la vaccination. Le risque de faire une convulsion fébrile dans les 8 à 14 jours suivant la vaccination
c'est de 25 à 34 cas pour 100 000 enfants vaccinés. Pour Farrington, c'est une convulsion fébrile pour 2000 vaccinations ROR dans un délai de 6 à 11 jours après la vaccination. Et dans une autre étude qui a été faite en 2004, le risque relatif de faire une convulsion fébrile après vaccination ROR était de 2,75 avec un maximum toujours de survenue approximativement qui avoisine le 14e jour après la vaccination. Donc, deux études récentes qui ont étudié l'association ROR-varicelle. Pratiquement toutes les études ont trouvé que le taux de convulsion fébrile augmente quand on associe la varicelle avec le ROR. Et des études ont été faites et ils ont comparé les deux. Et dans toutes les études, ils ont trouvé que l'association avec la varicelle engendre plus de convulsions fébriles. Donc là, une étude au Danemark. Non, ça, je reviens. Hop. Donc, une cohorte de 1,6 million d'enfants qui sont nés au Danemark, c'est beaucoup, suivis jusqu'à 28 ans sans perte de suivi. Et l'étude des convulsions fébriles après vaccin ROR, donc ils ont trouvé qu'il y a d'abord une susceptibilité génétique portée par les deux parents, qu'il y a une augmentation avec la diminution du poids à la naissance et l'âge gestationnel, donc ce qui indique que les facteurs de risque prénatal et périnatal jouent un rôle très, très important pour ces convulsions. Donc, les convulsions sont associées à un risque accru d'épilepsie et le risque est resté élevé jusqu'à l'âge adulte, donc pour les enfants qui ont fait de l'épilepsie. Le risque d'épilepsie est particulièrement élevé chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale, de faible score d'Apgar, d'antécédents familiaux d'épilepsie. Donc, vous voyez, à chaque fois, on trouve un terrain, sinon l'impact du vaccin lui-même n'est pas très, très important. Et puis, il y a même le risque de schizophrénie dans une étude qui a été démontrée qui est légèrement augmentée chez les personnes ayant des antécédents de convulsions fébriles, même chez les sujets sans épilepsie. Donc, une étude qui a évalué un peu les sous-groupes qui sont sensibles à faire de mauvais pronostics à long terme. Et cette étude ou cohorte était basée sur la population de tous les enfants qui sont nés au Danemark entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998, donc sur 8 ans. Concernant les bébés vivant à 3 mois. Donc, ils parlent de 537 171 enfants qui ont été suivis jusqu'au 31 décembre 1999. Donc, ils ont trouvé une incidence de la première crise fébrile ou des convulsions fébriles récurrentes et de l'épilepsie, donc ce qu'ils ont essayé de trouver. Eh ben, ils ont trouvé 82% ont reçu le vaccin ROR et 17 986 ont développé au moins une fois des convulsions fébriles sur l'ensemble de ces enfants. Et 973 de ces convulsions fébriles sont survenues dans les 2 semaines suivant la vaccination ROR. Donc, c'est classique. On peut dire que c'est classique. Donc, le risque relatif ne varie pas de manière significative dans les sous-groupes d'enfants qui avaient été définis par leurs antécédents familiaux de convulsions ou des facteurs périnatals ou par leur statut socio-économique. Et à 15 mois, la différence de risque de convulsions fébriles dans les 2 semaines suivant la vaccination ROR était de 1,56 pour 100 000 pour les frères et les sœurs des enfants ou ayant des antécédents de convulsions fébriles, et il est de 19,47 pour 1000 pour les enfants ayant des antécédents personnels de convulsions fébriles. Donc, il y a un risque plus élevé quand les enfants ont fait déjà une convulsion fébrile que de la génétique concernant les frères et les sœurs. Et puis, ces enfants qui font des convulsions fébriles
après le RER, donc présentait un taux légèrement accru de convulsions fébriles récurrentes, mais pas un taux accru d'épilepsie par rapport aux enfants qui n'étaient pas vaccinés. Donc, en conclusion, on peut dire que le RER présente une augmentation transitoire du taux de convulsions fébriles, mais la différence de risque était faible, même chez les enfants à haut risque. Et puis, l'épilepsie n'a pas augmenté chez les enfants qui ont eu des convulsions fébriles après la vaccination par rapport aux enfants qui ont fait des convulsions fébriles secondaires à d'autres étiologies. Donc, concernant la grippe ou le H1N1, donc très peu de données sur le risque de convulsions fébriles. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature. En 2010, en Australie, un vaccin trivalent contre la grippe a été associé à un risque accru de fièvre et de convulsions. Et puis, les autorités ont remarqué, australiennes, qu'il y avait des problèmes donc, chez les enfants. Donc, ils ont suspendu pour une période de 3 mois le programme pour ces enfants contre la grippe. Et puis, l'OMS donc, elle a préconisé à ce que le Fluvax, donc ce fameux vaccin donc H1N1, soit contre-indiqué chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Et puis, des enquêtes ultérieures, effectivement, ils ont confirmé qu'aucun autre vaccin trivalent contre la grippe, à part le H1N1, n'était associé à ce risque accru donc, de convulsions. Et puis, une étude qui a été dédiée et menée en Suède sur 373 398 personnes vaccinées contre le H1N1 n'a pas retrouvé de risque accru de crise fébrile ou non, suivant la vaccination, y compris dans la population épileptique. Donc, il n'y avait pas d'épilepsie, il n'y avait pas de convulsion. Donc, au Royaume-Uni, il y avait une étude de surveillance donc, de 2 ans pour une cohorte qui rassemble et l'adulte et l'enfant qui présentait des troubles neurologiques de la grippe. Donc, la majorité, c'était dû au virus lui-même, H1N1, mais pas à la vaccination. En fait, la vaccination, elle a engendré surtout des troubles du sommeil, donc des parasomnies. Et plus d'enfants que d'adultes ont été identifiés. Puis, de nombreux enfants avaient des syndromes d'encéphalopathie spécifiques, donc de H1N1 de mauvais pronostic. Donc, ces atteintes neurologiques étaient chez 84% des enfants et 16% chez les adultes. 29% avaient des troubles neurologiques déjà préexistants et la PCR des sécrétions respiratoires a identifié la présence même de la grippe, virus de la grippe, donc 81%. Et donc 95% étaient H1N1. Et puis 12 enfants avaient une encéphalopathie, un avec un trouble du mouvement, 8 une encéphalopathie et un méningo-encéphalite. Et puis ces enfants présentaient des syndromes d'encéphalopathie aiguë spécifique de H1N1 avec 4 encéphalopathies aiguës nécrosantes, une encéphalopathie aiguë infantile affectant principalement les lobes frontaux et puis une leucoencéphalopathie hémorragique aiguë. Pour les autres vaccins, il y a le papillomavirus, donc il n'existe à l'heure actuelle aucune alerte concernant ce vaccin. Donc il n'y avait pas donc, de survenue ultérieure de crise fébrile ou afébrile. Donc cela est peut-être dû parce que donc, ce vaccin, généralement, on le fait à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, à cet âge, il n'y a pas de convulsion fébrile. Pour l'hépatite B, une étude de post-marketing portant sur la surveillance pendant une période de 3 ans de 850 000 personnes vaccinées contre l'hépatite n'a retrouvé d'association significative entre autres complications neurologiques. Donc, il n'y avait pas de problème neurologique suite au vaccin de l'hépatite B. La même chose donc pour le pneumocoque, pas de problème. Le méningo B, donc là aussi sur 63 000 enfants vaccinés, on n'a pas trouvé d'augmentation de risque de survenue de crise fébrile. De même pour le méningo C. Donc, sur la totalité donc, concernant les vaccins et l'épilepsie, donc crise afébrile, sur la totalité des études de la littérature, aucune ne montre de façon claire le lien entre d'une part la vaccination et d'autre part la survenue ultérieure de crise
épileptiques sans fièvre après la vaccination. Une étude a même fait état d'une association protectrice entre le vaccin du rotavirus et la survenue de crises dans l'année suivant la vaccination. Donc, concernant cette encéphalopathie vaccinale qui a fait peur et qui fait peur pour beaucoup de gens, même pour certains médecins, malheureusement, jusqu'à présent, on entend des médecins dire aux familles et à leurs familles de ne pas faire trop de vaccins parce qu'ils ont peur de cette encéphalopathie. Donc, elle a été définie comme la survenue soudaine de crise d'épilepsie avec une régression de développement mental, donc la définition même de l'encéphalopathie, mais dans ce cas, suite à une injection donc, de vaccin anti-coqueluche. Le lien de causalité entre vaccination et développement de l'encéphalopathie, à part la suite, a été largement débattu. Il y avait énormément d'articles jusqu'au jour où, en 2002, où Charlotte Dravet a décrit la forme spécifique d'encéphalopathie myoclonique sévère du nourrisson, le fameux syndrome de Dravet que vous connaissez bien, donc ce n'est pas la peine que j'en parle. Et puis, la chose la plus importante, c'est qu'en 2001, on a trouvé la mutation donc d'un gène qui code pour cette maladie, donc SCN1A, donc qui a été identifié pour le syndrome de Dravet et certains syndromes avec de la fièvre, donc qui était présent chez 80% des cas de Dravet. Et là, la chose la plus importante, c'est que les cas qui étaient considérés il y a quelques années comme des encéphalopathies vaccinales étaient en réalité des syndromes de Dravet. Donc, on a trouvé le coupable. Ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas la fièvre, mais c'est le syndrome et la prédisposition génétique de cette maladie. Donc, en fait, la fièvre post-vaccinale n'avait constitué qu'un élément déclenchant et pas un élément causal. Donc, qu'est-ce que devient maintenant? Rien. Les patients identifiés autrefois comme ayant une encéphalopathie post-vaccinale sont en fait des patients ayant un syndrome de Dravet. C'est la grande conclusion. Et donc, ce sont des malades qui n'ont pas été diagnostiqués correctement. Et les adultes qui avaient été diagnostiqués en encéphalopathie épileptique post-vaccinale, quand on a fait le diagnostic génétique chez ces adultes, on a trouvé donc le fameux gène du Dravet. Donc, ces données ont été confirmées par d'autres équipes. Un tiers de Dravet face à un épisode épileptique lié à la vaccination. Cet épisode n'influence pas le pronostic, chose qui est très, très important. Donc, un syndrome de Dravet doit recevoir ces vaccins parce qu'il risque de faire une coqueluche, une diphtérie, un tétanos et mourir par ces maladies. Donc, il faut toutefois, bien sûr, prendre les mesures de prévention à chaque fois qu'on va vacciner ces enfants. Et puis, des chercheurs qui ont publié une étude dans The Lancet ont découvert que les enfants atteints du syndrome de Dravet faisaient souvent leur première crise le jour de la vaccination et que les nourrissons qui faisaient ces crises immédiatement après la vaccination avaient tendance à développer la maladie plus tôt. Donc, en effet, c'est un facteur déclenchant. Donc, par contre, il ne faut pas, comme j'ai dit, priver ces enfants de la vaccination parce qu'ils présentent une mutation qui, étant donné le fait qu'il n'y a pas de preuve que la vaccination avant ou après la maladie joue un rôle prépondérant. Donc là, une étude de groupe, donc des enfants qui sont vaccinés et avec un syndrome de Dravet. Donc il y a des enfants qui ont un Dravet, qui ont fait donc des convulsions pendant les premières 24 heures après la vaccination. Le deuxième lot sont des enfants qui ont fait des convulsions 2 jours ou un peu plus après la vaccination. Et la conclusion donc des chercheurs, d'abord, la conception de leur étude et l'absence de groupe témoins au contrôle de patients qui n'avaient pas le Dravet ne leur permettait pas donc de faire une conclusion entre le vaccin d'été polio qui les a empêchés donc d'examiner une interaction entre le gène et l'environnement. Et puis, il n'y avait aucune base rationnelle pour éviter la vaccination
chez ces enfants. Donc, il n'y a aucun argument pour les enfants qui sont épileptiques. Est-ce qu'ils doivent être vaccinés? Oui, parce qu'il n'y a aucun argument pour interdire ou déconseiller la vaccination des patients épileptiques, que ce soit dans les épilepsies génétiques, structurelles, métaboliques ou autres. Et puis, les nourrissons et les enfants ayant présenté un épisode isolé de convulsions fébriles après une vaccination peuvent être vaccinés sans craindre les récidives. Et dans le cas particulier des épilepsies génétiques, on préconise l'emploi prophylactique et je pense qu'on doit le faire chez tous les enfants en post-vaccinal. Donc là, je vais parler de la panencéphalite subaiguë sclérosante de von Bogaert, qui était une complication très fréquente quand il y avait encore de la rougeole. C'est une complication que nous voit pratiquement plus dans les pays bien vaccinés. Les derniers cas que j'ai vus, c'était en 91 contre 92 quand j'étais interne. Et ce qu'il faut savoir, que parmi les manifestations neurologiques, il y a l'épilepsie et il y a les crises révélatrices, c'est-à-dire les crises d'épilepsie révélant la maladie, la panencéphalite, et puis il y a les crises d'épilepsie séquelaires après l'installation de la maladie. Ce sont deux choses différentes. Donc, une étude ancienne qui a été faite au Maroc portant sur 70 cas de panencéphalite, 30 sur 70 étaient épileptiques. Et dans les 2 tiers des cas, les crises épileptiques débutaient dans la première année d'évolution, donc l'épilepsie rapide. Elles ont été révélatrices dans 23% des cas et séquelaires dans le reste. Et puis, les crises révélatrices de l'APS sont largement dominées par des crises partielles. Par contre, les crises séquelaires, le plus souvent, sont des crises généralisées tonico-cloniques. Et là, donc, c'est l'apport de l'électroencéphalogramme qui va nous permettre de faire la part entre les crises révélatrices et les crises partielles. Et puis, la bonne réponse des crises épileptiques au traitement, ça existe, mais malheureusement, le pronostic est fâcheux concernant l'épilepsie de la peste et puis la peste en général. Concernant les dysplasies focales qu'on voit chez les enfants, ils étaient considérés comme des anomalies de développement neuronal ou cérébral qui sont sporadiques et qui se révèlent le plus souvent dès l'enfance avec des crises d'épilepsie qui sont réfractaires au traitement. Et une étude a montré la présence de papillomavirus HPV16 qui donne le cancer du col utérin et pour lequel il y a un vaccin. Donc, ce virus a été trouvé dans les pièces donc, de cortectomie de ces dysplasies. Et maintenant, on se pose la question pour les jeunes filles qui sont vaccinées contre ce virus, précocement, très probablement, elles peuvent protéger donc leurs bébés qui peuvent être porteurs donc, de ces dysplasies. Donc là, le vaccin peut protéger contre ces dysplasies. Concernant donc l'encéphalite de Rasmussen, là aussi, le papillomavirus a été trouvé donc, par la PCR, par d'autres méthodes chez certains patients qui ont l'encéphalite de Rasmussen. Et l'antigène spécifique humain était principalement localisé dans les neurones du néocortex des hémisphères affectés. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une corrélation possible entre l'infection et la survenue d'encéphalite de Rasmussen? Et là aussi, est-ce que le vaccin peut jouer un rôle? Donc, de même pour le cytomégalovirus, donc dans cette étude, donc ces études ont trouvé des expressions des antigènes de l'ADN, donc du cytomégalovirus dans le cerveau, dans une étude concernant 26 patients avec Rasmussen, encéphalite de Rasmussen, et 20 patients qui ne portent pas cette maladie. Et ils ont trouvé une expression élevée donc, de la protéine du cytomégalovirus chez 88,5%, c'est beaucoup, donc 23 sur 26 malades. Et ils ont trouvé donc l'ADN chez 69,2%, c'est-à-dire 18 patients donc sur 26 malades. Donc, ils ont trouvé aussi bien la protéine que l'ADN
donc du cytomégalovirus. C'est très important et ces résultats suggèrent que l'infection par le CMV peut être impliquée dans la survenue de la progression de la maladie de Rasmussen, qu'il y a des études qui sont encore nécessaires pour voir si le traitement précoce donc, de cytomégalovirus peut influencer positivement sur l'évolution de Rasmussen. Et puis là aussi, on se pose la question sur le vaccin contre le CMV qui peut-être va diminuer le risque d'infection durant la grossesse. Donc, pour certaines encéphalomyélites idiopathiques, donc ils peuvent être idiopathiques, post-infectieuses et surtout post-vaccinales, notamment l'ADEME, qui dans la plupart des cas fait suite à une infection, généralement virale ou une immunisation, ou surtout post-vaccination. Il y a une relation étroite avec les vaccinations, mais avec une faible incidence. Aucune preuve jusqu'à présent qui est concrète d'une corrélation pathogénique claire, mais l'ADEME post-vaccinal ne représente que 5 à 10% de tous les cas et les traitements avec des stéroïdes et des anticorps ont généralement un effet favorable et le pronostic est généralement bon. Donc, concernant le Covid, il n'a pas été décrit de crise d'épilepsie secondaire à la vaccination anti-Covid. Il n'existe actuellement aucune donnée suggérant que d'avoir une condition épileptique soit accompagnée d'un risque accru d'effets indésirables liés à un vaccin ou à la maladie contre le Covid. Et pour toute personne avec épilepsie, les risques inhérents à la maladie Covid dépassent largement ceux qui pourraient être dus à la vaccination contre cette maladie. Donc, il faut se faire vacciner contre le Covid pour tout le monde, même pour les personnes épileptiques. Donc, il se pourrait que ces vaccins, comme la plupart des autres vaccins, causent tempérament de la fièvre, oui. Et ils peuvent même abaisser le C épileptique chez certaines personnes qui peuvent faire des petites crises d'épilepsie, mais ce n'est pas une contre-indication. Et puis, pour les personnes qui se posent des questions, puis-je me faire vacciner contre le Covid si je souffre d'épilepsie? Il faut répondre oui, parce que dans l'état actuel de nos connaissances, les personnes souffrant d'épilepsie n'étaient pas représentées, certes, dans les essais cliniques de phase 3 sur les vaccins contre le Covid, mais les vaccins de façon générale n'augmentent pas le risque de crise d'épilepsie chez les patients souffrant déjà d'épilepsie et qui n'ont pas été incriminés comme pouvant déclencher. Et on voit là donc les effets, les contre-indications pour la vaccination. Donc on voit les transplantés rénales et tout ça, mais pour tout ce qui est problème neurologique, moi j'ai souligné en rouge la trisomie 21 quand ils ont des problèmes, des patients souffrant d'épilepsie présentant une pathologie recensant, voilà, qui sont rares. Et puis, en rapport avec syndrome de Dravet, il faut juste faire l'encadrement de la vaccination. Donc, pour ces trois, ils doivent être vaccinés. Donc, pour conclure, le choix d'une vaccination implique un ratio favorable entre bénéfices et effets secondaires. Dans le cas de l'épilepsie, les bénéfices semblent dans la majorité des cas supérieurs aux effets indésirables, sauf dans le cas de la vaccination contre le H1N1. Donc, ce ratio, malheureusement, s'est inversé au détriment du bénéfice. Et puis, on doit comprendre encore plus ces mécanismes génétiques auto-humains pour améliorer donc ces malheureux alias. Donc, vaccinons, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Nadeni, pour cette excellente présentation. Vous avez vraiment traité tous les sujets, vraiment très intéressants. Alors, nous avons quelques questions à propos de cette vaccination avec l'épilepsie. L'une des questions, je pense que vous avez répondu, c'est le mécanisme neuropharmacologique des crises épileptiques avec la vaccination contre le Covid, mais surtout l'AstraZeneca. Je pense que vous avez répondu à la question, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas été décrit des crises épileptiques secondaires à la vaccination. Des convulsions fébriles qui rejoignent les convulsions fébriles de façon générale. Voilà. Et une autre question, c'est à propos de la schizophrénie et la vaccination. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc là aussi, c'est des terrains. Donc il y a beaucoup de gènes
Et il y a un gène qui assemble la dyslexie, je me rappelle bien, l'autisme et l'épilepsie en même temps. Donc, ça doit être la même chose, hein. Donc, ça, c'est certains enfants ou adultes qui sont prédisposés et qui ont les gènes de certaines maladies rassemblées. D'accord. Alors moi, une question, encore une question, c'est à propos, vous avez bien insisté sur le fait que l'épilepsie ne contre-indique absolument pas la vaccination. Comme vous le savez, nous, traditionnellement, on évitait la vaccination anti-coqueluche. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à faire? C'est la fièvre, donc on doit guetter donc, les premiers symptômes et guetter la fièvre, donc prendre la fièvre à l'enfant toutes les 3 heures. Et si jamais il démarre un pic fébrile, donc c'est l'hygiène, les petits gestes d'hygiène qu'on a l'habitude de faire et puis du paracétamol. Donc, en fin de compte, actuellement, les patients avec les précautions particulières, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a rien de spécifique pour les maladies neurologiques. D'accord. Alors, on va voir est-ce qu'il y a d'autres questions pour la vaccination. Je pense que c'est tout. Enfin, merci encore pour cette présentation. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. C'est un sujet vraiment de pratique courante parce qu'on est toujours confronté au questionnement des parents et là, avoir une idée, je pense que c'est le moment de mettre en place des recommandations, des nouvelles recommandations pour la vaccination de l'épilepsie, parce que le comportement de certains neuropédiatres et de certains pédiatres ne sont pas identiques et les patients se trouvent parfois, sont un peu perdus entre les avis des uns et des autres. Je pense qu'une mise au point et des recommandations et si on peut dire, des guidelines sur la vaccination et l'épilepsie serait la bienvenue actuellement. Moi, je pense que le plus important, c'est de parler avec les parents, leur expliquer, leur dire que l'enfant risque de faire une convulsion fébrile et que le risque de la maladie, de faire les maladies infectieuses, est beaucoup, beaucoup plus dangereux que le risque de faire une convulsion fébrile. Tout à fait, tout à fait. Merci encore et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Allah يبارك فيك. بالصحة والعافية. Au revoir.